Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez bien un nouvel épisode de Piège Maison. C'est Arturo Gaucho qui introduit comme d'habitude. C'est un plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, je suis avec deux hommes sûrs. Notamment un homme que vous connaissez très bien à travers ses reels. Ses fabuleux reels. Mani. On est là, frère, on est là. Et avec Lumière, bien sûr. Ça, mon gars. Tranquillement, ça va les gars. Moi aujourd'hui, je vais pas servir à grand chose. Parce qu'on va parler des Game Awards que je n'ai pas regardé. Donc, moi ça me va, je vais simplement animer. Et je vais laisser mes deux compères commenter tout ça. Donc les gars, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ouais, frère, c'est... Comment te dire, là... Non, mais on va nous taxer de dire qu'on supporte pas la France, mais... franchement, je crois que je vais laisser Lumière parler en premier, finalement. Je crois que c'est le mieux, parce qu'il a des choses à dire. Non, bah après... J'essaie d'être un peu mesuré, parce que... Tu sais, quand tu parles avec tes potes, tu peux raconter de la merde des fois, tu sais qu'il y aura pas de conséquences. Mais quand t'es enregistré, que le podcast va être diffusé, qu'il y a des gens qui écoutent ce que tu racontes, tu veux pas te permettre de raconter un peu ce que tu veux, parce que tu sais que tu vas potentiellement influencer les gens, et j'ai pas envie d'influencer des gens dans le mauvais sens ou dans un sens qui serait erroné, tu vois. Ouais, normal. Les Game Awards, on va commencer par la présentation un peu. Les Game Awards, qu'est-ce que c'est? Les Game Awards, c'est ce qui se veut comme étant un pendant des Oscars et des Grammy Awards, mais dans le secteur du jeu vidéo, et c'est organisé par un journaliste, une personnalité médiatique du monde du jeu vidéo qui s'appelle Geoff Keighley. Et Geoff Keighley, c'est un journaliste canadien qui a plusieurs fois par le passé a été plongé dans différents scandales liés à certains conflits d'intérêts et accointances avec des grosses entreprises, ce qui remettrait en cause sa neutralité en tant que journaliste et critique de jeux vidéo. Et c'est aussi quelqu'un à qui l'on doit, parce qu'il faut quand même présenter le côté positif, des documentaires très très intéressants et très enrichissants sur des jeux cultes, notamment la série de documentaires qu'il a réalisé en collaboration avec Valve sur la création des différents Half-Life, qui sont des jeux très 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 importants et qui ont même révolutionné le jeu vidéo, respectivement Half-Life 1, Half-Life 2 et les deux DLC de Half-Life 2, qui ont été des jeux absolument révolutionnaires pour ce qui est du jeu d'action-aventure à la première personne, avec une forte composante narrative. Cette année, je pense que les Game Awards, ça a toujours fait débat, parce que les Game Awards, en gros, c'est une cérémonie qui est accusée de faire beaucoup d'entre-soi. C'est une fois par an, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une fois par an, comme toutes les cérémonies de récompense. On récompense les meilleurs jeux, les meilleurs albums, les meilleurs films de l'année qui vient de s'écouler. C'est ça. Même les Stream Awards, mec. On récompense les streamers, frère. C'est... Oui, non mais... Y a ça? Y a ça aussi? Après, je pense que s'il y a autant de récompenses, c'est parce que ça crée un événement médiatique, et donc du coup pour le marketing, ça permet de créer des pubs. Du coup, ça se passe aux États-Unis, mais c'est mondial. C'est mondial. Ouais. Ok. Ouais, c'est mondial. Ok. C'est mondial, ça se passe à Los Angeles, il me semble, au Peacock Theater, qui est une salle à Los Angeles. Je crois que c'est justement la salle où est organisé les Grammy, je crois. À vérifier. Mais dans tous les cas, les Game Awards ont toujours fait polémique parce qu'on accuse la cérémonie de faire de l'entre-soi, on accuse la cérémonie de conflit d'intérêts avec des gros éditeurs, on accuse la cérémonie de vivre sur le dos du sponsoring de grosses marques, parce que tout le temps la cérémonie est systématiquement sponsorisée par de grosses marques, et surtout on accuse la cérémonie de ne pas être une véritable cérémonie, puisque si l'écrasante majorité des gens regardent les Game Awards, c'est parce que les Game Awards diffusent ce qu'ils appellent des world premières, donc des bandes annonces de jeux vidéo qui vont bientôt sortir en exclusivité mondiale. Ça prend un peu le dessus de ce que faisait l'E3 à l'époque. L'E3, c'était le plus grand salon de jeux vidéo du monde, qui tenait également en place à Los Angeles, et qui a pris fin après des années où chaque année on avait l'E3 à Los Angeles. Ça a pris fin avec le Covid, et de toute façon le salon était sur la pente descendante, parce que les gros éditeurs qui présentaient leurs jeux là-bas ne présentaient plus leurs jeux là-bas, puisqu'ils faisaient des conférences en format dématérialisé, faisaient des lives sur YouTube. Ça leur coûtait beaucoup moins d'argent, et du coup ça a créé un vide, et les Game Awards ont rempli ce vide-là. Donc à la fois en tant que cérémonie de jeux vidéo, et à la fois en tant que grande soirée où on présente les prochains très gros jeux à venir. À titre d'exemple, l'année dernière, en 2024, ils ont annoncé The Witcher 4, extrêmement attendu, le prochain jeu de Naughty Dog,
qui a fait débat, énormément débat et qui a été assez mal reçu si on se fie aux statistiques, mais je pense que ça reste quand même une bulle, ouais. Les Grammy Awards, du coup, ça se déroule à la Crypto.com Arena. Ok. On va savoir si c'est Sadek qui détient qui détient la salle, je sais pas, tu vois. Et avant, c'était le Staples Center, du coup, jusqu'en 2021, ça s'appelait. Mais c'est à Los Angeles aussi. Ouais, non, ok, donc c'est juste moi qui raconte de la merde, y a pas de souci. Mais au moins vous avez la correction, c'est pas grave. Mais en gros, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que l'année dernière, on a eu The Witcher 4, on a eu Intergalactic, donc le prochain jeu de Naughty Dog, les créateurs de The Last of Us, Uncharted, Jack and Daxter, gros studio PlayStation, en gros, puisque le studio appartient à PlayStation. The Witcher 4, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est que The Witcher 4. On avait eu Elden Ring Night Rain, donc le spin-off de Elden Ring, le gros jeu de From Software. On a eu quand même pas mal de jeux assez intéressants. Et cette année, bon, c'est normal, on peut pas. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà à plat en premier lieu des annonces qui ont été faites, en disant que les annonces n'avaient aucun intérêt, que c'était plat, que c'était nul, que ça avait pas le coup de veiller, parce que vu que c'est aux États-Unis, forcément. Oui, il fallait attendre jusqu'à 4h du matin et tout, frère. Ouais, je crois c'est que le GOTY c'était genre 5h du matin. Ouais, c'est ça, parce que la cérémonie dure 3-4 heures, il me semble, et ça commence à 1h30 du matin, donc tu veilles toute la nuit en fait, tu fais nuit blanche. Mais autant l'année dernière, j'avais fait nuit blanche pour regarder les Game Awards et j'avais pas été déçu parce qu'il y avait eu de grosses annonces, et je trouve que le fait de vivre les annonces en live, c'est quand même quelque chose, tu vois, c'est quand même sympa, je trouve. Il y a une ambiance, t'as de la hype, et quand t'as une grosse annonce, tu te dis putain, ça se trouve, c'est pas fini, il va encore y avoir des annonces de fou. Et là, cette année, on s'attendait un peu à ce qui est Half-Life 3, parce que là, en ce moment, on sait que Half-Life 3 est en développement chez Valve et que même que le jeu est terminé et qu'il va bientôt être annoncé. Et moi, en tant que gros fanboy de Valve et de Half-Life, forcément, évidemment que j'attends Half-Life 3. Mais bon, je dois admettre que Valve a tellement été silencieux ces dernières semaines, après les annonces de la Steam Machine, que j'avais quand même assez peu d'espoir que Half-Life 3 soit annoncé aux Game Awards. Et puis là, de toute façon, récemment, on vient encore d'avoir des fuites qui confirment que Valve ne va pas annoncer Half-Life 3 tant qu'ils annonceront pas le prix de la Steam Machine. Et vu qu'il y a tous les problèmes en ce moment avec la RAM, les SSD, je vais pas rentrer dans les détails techniques pour ceux que ça intéresse pas, mais en gros, c'est vraiment chaud en ce moment de sortir de l'électronique grand public. C'est vraiment le pire timing de tous les temps. Et, et du coup, c'est vraiment la grosse merde. Donc Valve prend son temps et Valve va reporter l'annonce de Half-Life 3. Donc, cette année, du coup, on a eu des annonces pas ouf. On a quand même eu 2 jeux Tomb Raider. On a eu le prochain Control de Remedy, les créateurs de Max Payne et de Alan Wake. Tomb Raider, il y en a, c'est un remake du premier, je crois. C'est ça, dont un jeu qui est un remake du premier et que j'attends parce que Tomb Raider, c'était sympa. J'avais fait la trilogie de reboot de la saga qui était que j'avais pas trouvé fou comparé à Tomb Raider Underworld et Tomb Raider Legend. Mais c'était quand même ça avait ses bons points et ses mauvais points. Je trouvais que la nouvelle Lara Croft était moins stylée que la précédente, parce que Lara Croft c'est une meuf qui fait des acrobaties dans la jungle et qui tire sur des mecs, tu vois, genre c'est quand même stylé, alors que là il y avait un côté un peu plus humain dans le personnage qui la rendait moins stylée, tu vois, moins cool, je trouve. Ouais, franchement, sur le trailer, j'ai pas fait attention à ça, frère. Ouais, faut avoir joué au jeu aussi. Mais après, je suis pas non plus le plus grand spécialiste de Tomb Raider, je dois l'admettre. C'est pas ma licence préférée. Et donc on a eu l'annonce de Control aussi, la suite de Control, donc jeu de Remedy, qui ont fait Alan Wake et Max Payne, pour ceux qui connaissent. Stylé, par contre. Ouais. C'était vraiment stylé, d'ailleurs, moi il faut que je le fasse. Ouais, Control d'ailleurs n'est pas cher du tout si vous jouez sur PC. Évidemment, si vous jouez sur PC, sinon c'est sinon c'est 60 balles sur le PlayStation Store. Mais sinon, ouais, vous avez Control qui est pas cher du tout et que vous pouvez faire, qui est un bon jeu. Aussi Alan Wake 2, si vous le craquez uniquement, parce que sachez qu'il est moralement correct de craquer des jeux Epic Games. Et et sinon, on a eu... Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu l'annonce d'un jeu Star Wars. Ouais, The Old Republic, je crois. Exactement. Franchement, mais pas longtemps, hein. C'était vraiment genre 1 ou 2 minutes. C'était vraiment pour annoncer le titre, parce que de ce que j'ai compris, ça va être un jeu PS6. Arrête. Donc ça sort pas avant 2030. Parce que je crois qu'ils en ont un autre, hein. Ils ont annoncé un autre Star Wars, mais je sais plus comment il s'appelle. J'en ai aucune idée. Moi, c'est Fate of the Old Republic, je crois, le nom du jeu. Ouais, ça c'est celui qu'on a vu C'est ça, mais au Game Awards. ils ont annoncé qu'un seul jeu Star Wars. Oui, non, mais c'est juste avant ils avaient annoncé un autre jeu. Mais c'était pas un jeu de course de vaisseau là ?
J'en ai aucune idée. Je suis pas du tout l'actualité de Star Wars, j'aime pas du tout cette licence. Et... Moi non plus, j'aime pas trop, frère. De toute façon, c'est pas le genre de jeu auquel je joue de toute manière. Donc, Ouais, non. Et il y a eu donc Star Wars, Resident Evil il y a eu Resident Evil évidemment, Resident Evil 9, incroyable. Ça, tu vois, ça c'est le jeu. Honnêtement, sur les jeux qui sont annoncés pour 2026, je pense que Resident Evil c'est le seul auquel je suis vraiment sûr d'acheter, Day One. T'as fait les autres aussi. J'ai fait juste le 7 et le 8. Le 7 et Resident Evil Village. J'ai pas fait les premiers, même si je connais l'histoire, mais Village, t'as aimé? Village j'ai adoré. T'as adoré? J'ai adoré. Je sais que le jeu fait polémique, mais j'ai beaucoup aimé Resident Evil Village parce que je trouve qu'il y a un travail artistique sur ce jeu qui est phénoménal. J'ai adoré tout le level art du jeu, je le trouve fantastique. Vraiment incroyable. Et même que ce soit l'exploration, je trouve que l'exploration du château Dimitrescu, donc le premier vrai gros niveau du jeu, déjà je trouve la découverte du village, elle est vraiment bien dans les premières heures de jeu. Puis ensuite tu rentres dans le château de la vampire Lady Dimitrescu. Le château, je le trouve incroyable, mais c'est dommage parce que on n'a pas la même sensation que dans les Baker, que quand tu visites la maison des Baker dans Resident Evil 7. T'as moins cette angoisse de tomber sur Lady Dimitrescu ou l'une de ses filles, parce qu'en fait, je trouve que le jeu ne laisse pas suffisamment de temps aux joueurs, de temps calme, où tu... En fait, ce qui fonctionne bien dans Resident Evil 7 et dans Resident Evil 8, quand le jeu fait peur, je pourrais pas parler pour les autres jeux parce que je les ai pas fait malheureusement, c'est que tu vas souvent avoir des moments extrêmement calmes où tu sais qu'il y a un truc qui va te sauter à la gueule, mais tu sais pas quand. Et vu que tu n'as aucune idée de quand est-ce que ça va te sauter à la gueule, tu te chies dessus. Et moi personnellement, c'est dans des situations comme celle-là où quand tu as un stalker, donc en gros ce qu'on appelle un stalker dans les jeux d'horreur, c'est quand tu as une créature invincible qui te poursuit et que tu es poursuivi par cette créature, que tu dois t'infiltrer dans un lieu en évitant que cette créature ne te trouve. Ça, c'est les deux situations dans les jeux d'horreur où ça marche le plus pour moi, où on va dire que ça m'angoisse le plus, tu vois. Ouais. Et dans Resident Evil Village, le château Dimitrescu, la zone est magnifique. Lady Dimitrescu aurait pu être un stalker incroyable, mais le problème c'est y a trop d'action dans le jeu. Il se passe trop de trucs, ce qui fait qu'en fait on rentre pas trop dans cette ambiance très angoissante du moment où c'est tellement calme que c'est trop calme et tu sais qu'il y a un truc qui va te sauter dessus. En fait, t'as pas peur au moment où t'as peur, t'as peur du moment où tu vas avoir peur. Je sais pas si c'est compréhensible. Ouais, c'est de la psychologie. Oui, de l'horreur psychologique. C'est ça, c'est de la psychologie. Ah, d'ailleurs, j'en profite que j'ai le micro. Là, je suis un peu le Anne-Sophie Lapix dans ce podcast, mais j'apporte les fast-checks. Mais du coup, oui, il y a eu bien 2 jeux Star Wars qui ont été annoncés au Game Awards. Du coup, il y avait, comme tu as dit, Fate of the Old Republic. Et il y avait le deuxième, du coup, un peu plus léger, qui s'appelle Galactic Racers. Ah, donc voilà le jeu de course. Ouais, sûrement que c'est un jeu de course, j'imagine, ouais. Okay. Ouais, tu fais bien de préciser parce que j'en reparlerai plus tard, mais je me suis endormi dans la cérémonie, donc je me suis endormi, donc j'ai pas pu suivre toutes les annonces non plus et j'ai regardé des résumés et vu que si c'est un jeu de course à mon avis c'est assez niche, donc les gens ont pas dû trop en parler, donc c'est peut-être dû à ça aussi. Et ouais, pour continuer, je me permets de continuer sur Resident Evil Village parce que j'ai fait le jeu récemment et ça m'a beaucoup plu et j'aimerais bien en parler. Non, t'as dépassé ton temps de parole là. mais en gros. Je parlais du château Dimitrescu, ouais, t'as pas ce moment où les devs ont créé cette attente du moment, ces moments-là d'attente qui sont calmes et où tu es vraiment angoissé. Maintenant, après, il y a le niveau d'après le château Dimitrescu, que là j'ai trouvé exceptionnel, qui s'appelle le manoir Beneviento, où là pour moi, je pense que j'ai pas fait beaucoup de jeux d'horreur dans ma vie, mais c'était, je pense, le moment tous les jeux d'horreur que j'ai fait, c'était le moment le plus angoissant, le niveau de jeu d'horreur le plus angoissant que j'ai pu faire. Et c'était incroyable parce que tu vois évidemment les influences de Kojima avec Pity. Je sais pas si tu vois Mani, Pity de Hideo Kojima. En gros, je vais faire l'histoire en bref parce que c'est une histoire très connue. Tous les youtubeurs storytelling gaming ont fait cette histoire. Oui. Mais en gros... Même le grand qui est d'ailleurs jury au Game Awards. Non, mais en gros, Pity, je le fais très rapidement. En gros, Kojima devait faire un soft reboot de Silent Hill chez Konami. D'accord. Et il a fait une démo jouable qui s'appelle Pity pour Playable Teaser. Et cette démo a
plus ou moins influencé tous les jeux d'horreur modernes, parce qu'en gros on était arrivé à une période de stagnation, si j'ai bien compris, du jeu d'horreur, et Kojima a vraiment, avec les codes de Pity, a vraiment donné une grosse bouffée d'air frais à la niche du jeu d'horreur, et tous les jeux d'horreur qui ont suivi Pity reprenaient les codes de la démo jouable Pity, qui était en fait un teaser du projet Silent Hills, qui était un soft reboot de la saga, qui devait être supervisé par Hideo Kojima, avec en acteur principal Norman Reedus, qu'on retrouve en réalité plus tard dans Death Stranding. Et on voit dans ce niveau-là de Resident Evil Village une très très grosse influence, une très très grosse ref à Pity. Donc forcément, moi, ça m'a fait kiffer. Le niveau, ce passage du jeu-là, il est insoutenable. Et surtout, moi, genre, je sais pas si c'est une ref, mais ça m'a fait penser très rapidement. Peut-être que je suis juste matrixé, mais il y a une énorme ref à Eraserhead dans ce niveau. Je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais il y a une énorme ref à Eraserhead. Je sais pas si c'est une ref à Eraserhead, s'il y a eu de l'inspi, mais ouais, il y a eu un truc. Moi, ça m'a fait kiffer en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé, et ce moment-là du jeu m'a beaucoup marqué. Tu parles de David Lynch? Oui, de Eraserhead, le film de David Lynch du coup. Ouais, pour Mais ceux frère, qui... en vrai, tu peux me dire. Tu sais que je l'ai vu il y a genre il y a 2 jours, je l'ai vu le film. T'as vu Eraserhead? Ouais, je l'ai vu il y a 2 jours. T'as kiffé ou pas? Bah j'ai kiffé, frère. C'est incroyable. Et oui, mais c'est pour ça, donc vas-y, dis-moi. Au pire, non, mais au pire, c'est pas grave. donc oui, Juste tu me dis à moi. Ah mais non, sinon j'ai de spoil toi aussi, parce que toi aussi il faut que tu te fasses Resident Evil Village. Ah mais oui, du coup ça. J'ai pas de spoil. Mais oui, en tout cas, il y a une grosse ref à Eraserhead, qui est un film culte de David Lynch que j'encourage tout le monde à voir, qui est l'un de mes films préférés. Et moi, ça m'a beaucoup fait kiffer. Et après, je dois admettre que même si les 2 autres niveaux, parce qu'on va dire que Resident Evil Village est segmenté en 4 grands chapitres, même si les 2 derniers chapitres sont peut-être un petit, même carrément moins flippants que celui du manoir Beneviento, je dois admettre que artistiquement, et j'ai regardé beaucoup de critiques de Resident Evil Village après avoir fini le jeu, et je dois admettre que j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui ont relevé toutes les inspirations artistiques qui ont été utilisées pour ce jeu. Et peut-être que les autres ça les touche pas, mais moi ça m'a marqué, que ce soit du côté de Giger, une vraie inspiration autour de l'horreur biomécanique dans le dernier niveau du jeu. Il y a une grosse inspiration aussi de Cronenberg dans le 3e niveau du jeu cette fois-ci. La référence à Pity, à Kojima, la référence à David Lynch. Je sais pas si c'est une référence à David Lynch encore une fois, mais moi ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et aussi toute l'exploitation de l'art gothique, de l'art du 19e siècle, de l'art autour de la religion orthodoxe, du christianisme orthodoxe et de l'art catholique, de l'art folklorique roumain de l'Europe de l'Est, l'art byzantin aussi. C'est vraiment un cocktail d'influences qui, moi, m'ont beaucoup marqué quand j'ai fait le jeu, et des fois je m'arrêtais pour regarder les détails du jeu et tout, parce que je le trouvais vraiment très très beau, et je trouvais ça vraiment rare dans un jeu vidéo. T'as fait les annotations sur Genius? Je devrais y penser, mais j'ai pas trouvé. Je pense que je vais carrément répertorier le truc, mais je suis pas éditeur sur Genius malheureusement. Vu que toi t'es éditeur, peut-être que tu pourras m'aider du coup. Je te le ferai avec plaisir, frérot. Y a pas de souci, mon gars. Mais ouais, il y a beaucoup de refs artistiques qui, moi, m'ont beaucoup touché, et j'ai vu peu de gens en parler, en tout cas sur YouTube. Et j'ai trouvé ça dommage, parce que je sais que le jeu a eu un accueil un peu moins dithyrambique que Resident Evil 7, alors que moi je trouve que artistiquement Resident Evil Village est tellement un jeu de dingue, et c'est des rêves qu'on voit tellement peu, à part dans From Software. À part chez les From Software, on va avoir des références à l'art gothique et à l'art religieux. C'est des trucs qu'on voit pas trop dans le jeu vidéo, et en tout cas dans les jeux que j'ai fait jusqu'à présent. Et ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup marqué, et j'ai vraiment beaucoup apprécié Resident Evil Village. Et voilà, je voulais faire quand même ma petite review du jeu, parce qu'on fait plus les reviews, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, genre qu'est-ce qu'on stream ou quoi. Mais bref, en tout cas je tenais à faire ça. Moi ça m'a donné envie, perso. Mais Moi aussi. Moi en vrai, ça fait plusieurs mois que Lumière Marcel avec l'idée d'acheter un PC, mais bon, vous connaissez un peu le marché là en ce moment, c'est un peu compliqué. Du coup, il m'a fait une liste, les frères, long comme le bras, avec tous les jeux à faire. Donc tous les jours, il me tease. Déjà, les frères, je vais faire Metal Gear Solid déjà. Ah oui. Et après Resident Evil, Devil May Cry. Frère, il y a tellement de jeux. Ouais, c'était juste un petit point, voilà. Merci pour la review. Ne me compare pas à ce bouffon, s'il te plaît, merci. Mais en gros, pour revenir aux Game Awards,
donc du coup on a fait le récap des annonces, on a expliqué pourquoi est-ce que les Game Awards et Jeff Keighley étaient des gens qui avaient une image assez ambivalente auprès des joueurs. Maintenant, déjà je pense qu'il faut reconnaître 2-3 choses. Il y a eu un effort sur le show, je parle du show en tant que spectacle, tu vois. Il y a un effort que d'autres ne font pas. C'est devenu rare aujourd'hui d'avoir des cérémonies qui te font de vraies performances sur scène. Pour les Game Awards, ils ont... Ah oui, j'ai oublié, ils ont aussi annoncé Divinity. Bon, en fait, Oui, c'est vrai. j'ai oublié. Oui, j'ai parce oublié. que le trailer, il était fou, frère. Ouais, le trailer était très très stylé, mais j'ai oublié, forcément, ça m'a moins marqué parce que j'ai pas fait Baldur's Gate 3. T'as regardé en entier, toi, Mani, là? Ouais, j'ai regardé en entier, ouais. Ok. T'as fait du coup en live aussi? Ou en rediff? Non, moi en rediff. J'ai regardé ok, en ok. rediff. Ok. Du coup, c'est pour ça que j'ai regardé toutes les annonces. Mais après, je t'avoue, frère, il y a des jeux, je m'en rappelle même pas. Parce qu'en fait, il y a des jeux, ils se ressemblent tellement, frère. Dans les mécaniques de jeu et tout, même l'univers, c'est pareil, frère. Du coup, tu te dis, mais attends, mais ce jeu, il a été annoncé 2 fois déjà, tu vois. Et est-ce qu'ils récompensent que des jeux du coup qui sont sortis dans l'année exclusivement, ou est-ce qu'ils font un peu des trucs parfois un peu historiques ou... Non, parce que je crois c'est qu'il y a il y a une récompense, je sais plus laquelle c'est. Player's Choice. Ouais, je crois. En gros, il y a la catégorie Player's Choice, donc le choix des joueurs, où là c'est le vote du public. Je sais pas pourquoi, Genshin Impact, en gros ils sélectionnent un panel de 30 jeux et ils font des rounds. Et en gros on vire après, et à la fin ils gardent que le top 4. Le top 4 je crois c'était Clair Obscur, Expedition 33, Silksong, Hollow Knight Silksong, Genshin Impact et Wuthering Wave. Genshin Impact et Wuthering Wave c'est des gachas, des jeux gachas animés. Tu vois ce que c'est le système gacha? Non. Tu vois les packs FIFA en gros? Ouais. Bah c'est le même système. Sauf que à la place c'est des meufs d'animé de 12 ans. Mais dis-moi, Clair Obscur, c'est un jeu de guerre, non? Doucement, on va y aller étape par étape je pense. Mais en gros, Wuthering Wave je crois que c'est sorti cette année. Mais Genshin Impact, qui est sorti depuis Mathusalem, je sais pas pourquoi il est on sait pas, je sais pas, peut-être il y a une explication ou quoi, mais... Je sais pas, frère. Mais je crois que dans une catégorie, il y avait même Fortnite, frère. Oui, mais alors je crois qu'il y a des catégories aussi qui récompensent les jeux services. Ah oui. Donc, mais pareil, c'était là où je crois Fortnite a gagné. Non, c'est pas Fortnite. Non, c'est No Man's Sky. Ouais, je crois. No Man's Sky, parce que c'est mérité, tu vois, parce que No Man's Sky, je sais qu'il y a eu des mises à jour de fou cette année sur le jeu. Il y a même pas eu un show de Travis Scott pour Fortnite. Non. Non, il y a eu les voix françaises de Marge et Homer Simpson qui sont arrivés sur le plateau. Non, pour devant? Ouais, pour devant. Philippe Pitcheux? Putain, on me l'avait jamais dit. C'est marrant. Eh non, ils sont pas C'est venus, marrant. le sang, ils sont pas Non, venus. eh ouais. Non, Là, je suis tombé dedans. j'ai un trap. Fort. Tout moment, ils avaient prêté leur voix pour un jeu, je sais pas. Parce que dans Fortnite, il y a les Simpsons en ce moment. Ah, ok. Yeah, Toi, ouais. toi, tu sais ça parce que t'as un petit cousin, toi. J'ai un petit cousin qui se la donne à Fortnite fort. Ça se voit, ça se voit. Il met ses top 1 sur Snap, les frères. Non, et sinon, c'est quoi, vous, à part ça, les moments qui vous ont le plus marqué, du coup Bah déjà, je parlais de Divinity et en fait, j'ai pas fait Baldur's Gate 3 parce que je vais être cash, je sais que le jeu est incroyable, mais il me fait pas du tout envie à titre personnel. Je sais pas, le côté déjà RPG tour par tour. Bon, j'ai fait Persona 5, c'était sympa, mais sans plus. J'ai fait les Yakuza. J'ai fait les Yakuza et je vous mens pas que ça m'a un peu... En fait, Yakuza c'est bien, mais s'il y avait pas l'histoire, honnêtement, je me ferais un peu chier. Même si... Non, non, quand même Yakuza c'est bien, mais vas-y, je peux pas rester trop longtemps sur des jeux comme ça parce que je m'ennuie très rapidement. Et le RPG tour par tour, même si je sais que Baldur's Gate c'est un jeu absolument énorme et que c'est un jeu dingue, je l'ai pas fait, j'ai pas le courage de m'y mettre. Donc forcément, oui, j'ai oublié de parler de Divinity parce que c'est moins dans les trucs que je connais et que je suis, mais Les valorise pas, mon pote. fallait en parler, et c'est vrai que c'est un jeu qui est très attendu et qui est, même à mon avis, s'il sort l'année prochaine ou peu importe l'année où il sortira, sera un solide candidat pour remporter le GOTY, même si bon, je vais expliquer d'ailleurs pourquoi est-ce que c'est important de s'en battre les couilles de qui gagne le GOTY et de qui ne gagne pas le GOTY, mais bref. Cette année, c'était qui? Clair Obscur Expedition du coup, 33. c'était, Oui, le ouais. fameux... Ouais, le fameux le RN est monté en tête. Ouais. Oui. Le fameux Guerre Obscur. Je vais parler un peu de l'éléphant dans la pièce parce que du coup, le problème de cette année, c'est qu'on a eu énormément de très bons jeux.
On a eu Death Stranding 2 de Kojima. Alors, Goy of... Koi of Yotei, évidemment. Le fameux. Une masterclass, hein. Une masterclass, Ghost of Yotei. On va se mettre au clair. Lumière se fout de ma gueule parce que j'y ai joué. Voilà, c'est tout. Alors, je vais clarifier ma position. Ma take, c'est que Ghost of Tsushima, c'est un jeu vraiment pas ouf, c'est extrêmement mid. Que ce jeu a été maxé parce que il a été maxé par les normies. Et que, avec tout le respect. T'es un enfoiré. Non, alors, là, je suis extrêmement méprisant. J'ai expliqué ma position sur Ghost of Tsushima et donc par extension sur Goi of Yotei, vu que c'est exactement le même jeu. En gros, pour moi, Ghost of Tsushima, c'est un jeu qui veut tellement plaire à tout le monde, qui veut tellement plaire au grand public que le jeu n'a absolument aucune âme. Voilà, pour moi, c'est... Ils ont voulu faire du Akira, moi je m'attendais à du Kurosawa, les 7 samouraïs, Rashomon, rien du tout. J'ai eu un jeu extrêmement plat, avec des mécaniques de jeu Ubisoft, on est en 2025 quand même les gars. Non bon après, je crois qu'il est sorti en 2019 ou 2019 ou... Ouais, 2019 ou 2020, je crois qu'il est sorti pendant le Covid, Tsushima. Mais bref, en tout cas, ça change rien au fait qu'on se retrouve avec un jeu qui a des mécaniques de jeu Ubisoft, ultra grand public, conçu pour que je puisse le terminer. Je veux dire, à un moment donné, les gars, je veux bien, mais faut arrêter de saucer des jeux juste parce que, graphiquement, c'est beau. Déjà, tu sais que la voix de Jin Sakai, le personnage principal, c'est la voix de Zoro dans One Piece, mec. Donc... Tu vas pas, je me fous de ta gueule. Non, en plus, c'est vrai. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est que tu peux apprécier Ghost of Tsushima. Toi, t'as pas aimé. Mais une certaine personne peut l'apprécier, tu vois. Mais ça, j'entends Mais complètement, ouais. c'est pas pour ça que, par exemple, moi, j'ai joué à Ghost of Tsushima, tu vois. C'est pas pour ça que je vais pas m'intéresser à jouer à Metal Gear Solid. Il y a des jeux plus... Comment dire, plus développés. Plus underground, du coup. Non, bah... MGS, c'est assez connu, tu vois. Mais je veux dire... meilleur sur le papier, tu vois. Sur le plan artistique, Ouais, voilà, sur le plan artistique. Ah, ouais. Mais alors, Metal Gear a des épisodes, ça sonne quand même vachement nanardesque. Faut pas se cacher que si t'enlèves, à part le 2, mais MGS 2, c'est incroyable. Mais MGS 1, ça reste très bien, mais sur le papier quand même assez nanardesque. On va pas se mentir qu'il y a des scènes, ou même dans le 3 aussi, hein, qui sont assez ringardes. Mais ça n'enlève pas à Kojima son talent de narrateur, et surtout d'aborder des sujets qui sont aujourd'hui plus que très pertinents, puisque l'un des sujets phares de la saga Metal Gear, c'est la domination de l'être humain par les intelligences artificielles. Et aujourd'hui, évidemment, quand tu joues à MGS2, le jeu n'a jamais été aussi actuel, alors que pourtant c'est un jeu PS2 qui est sorti en 2001, il me semble. Maintenant, pour revenir à Ghost of Tsushima, je tiens à préciser que mon opinion reste mon opinion, et que quelqu'un peut aimer Ghost of Tsushima et que je vais pas lui cracher à la gueule pour autant. Si les gens aiment le jeu, y a pas de souci. C'est juste que j'aime bien tacler Ghost of Tsushima parce que je trouve que c'est un jeu qui est un peu facile et surtout qui est souvent saucé pour pas grand chose, je trouve. Moi, dans la globalité, je suis d'accord avec toi, tu vois. C'est juste que moi, d'un côté, j'ai bien aimé parce que c'est un jeu, tu penses à rien, quoi. Oui. C'est même pas un jeu où t'as de la difficulté, frère. Parce que si tu veux, tu le mets en facile ou... C'est plus pour te détendre, quoi, en fait, que tu joues à ça. Oui, voilà. Moi, c'était juste pour en mode détente. Vas-y, après le travail, je lance la play et je joue, tu vois. J'ai même pas idée de à quoi ça ressemble, mais c'est quoi? C'est une map ouverte, du coup, c'est comment c'est... Déjà, en fait, tu vois, ils ont pris tous les clichés du Japon, frère, en fait. Tu sais, ils ont pris... Déjà, samouraï, frère. Oui, frère, c'est le Bacteriaki, frère. Ouais, voilà. Samouraï. Mais c'est quoi? En gros, c'est un open world? Oui, c'est ça. Un monde ouvert, ouais. C'est un monde ouvert. Et en gros, le délire, c'est que t'es sur une île japonaise, à Tsushima, du coup, L'île de Tsushima, qui se fait envahir par les Mongols. Ok. Et en gros, toi, tu t'incarnes un... Genghis Khan, fort. Je crois que c'est pas Gengis Khan. Bref. Non, mais Et c'est en gros, plus récent, t'incarnes du coup, un samouraï, tu vois, qui, pour défendre son île, renie les codes du samouraï, tu vois. Et ça devient un shinobi, quoi, ils disent. Ok. Un assassin, en fait. Ouais, Ça devient le fantôme de Tsushima, du coup. Ouais, le fantôme de Tsushima. Et c'est vrai que dans Tsushima, comme dit Lumière, c'est pas trop profond non plus, tu vois. T'as juste le côté où il renie les codes de samouraï et
Et il renie un peu tout ça, quoi, tu vois, toute son éducation. C'est des combats que tu dois faire, c'est... Oui, c'est ça, En fait, c'est un peu où tu dois libérer des camps, des villages, et combattre des Mongols, quoi. Enfin, tu vois, c'est bateau, c'est simple. Je t'ai dit, c'est juste un jeu de détente, tu vois. Genre, c'est pas un jeu où tu vas tryhard, passer 3 jours sur un boss ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste un jeu, tu te détends, puis voilà, tu joues. Mais à l'inverse, Go of Yotei, frère, c'est vraiment... moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que il y a encore moins de trucs, frère. En gros, c'est C'est vraiment- moins bien. C'est le même jeu, frère, en mode vengeance et tout, frère. Et c'est moins bien, frère, je t'avoue. J'ai moins pris de plaisir, même si bah, je l'ai fini parce qu'il faut renta quand même 70 balles, frère. Ah ouais, quand même. Ah, quand même, frère. Ah, c'est la play, hein, c'est Il la est sur play. PlayStation, il est pas sur PC, le frérot. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et l'autre, il y en a un, il a décidé de mettre les cartes graphiques à 500 balles ou les barrettes de RAM à 500 balles, frère. Tu veux que je fasse quoi, frère? Je pense que si j'ai autant détesté Ghost of Tsushima, c'est parce qu'on me l'a survendu, en fait. C'est parce que je m'attendais à un chef-d'œuvre. Oui, mais après, tu l'as fait dans quel contexte? Je l'ai fait dans un contexte où, en gros, je l'ai lancé Ouais. et je m'attendais à un jeu de fou, t'as vu? Ah non. Mais en plus, je pense que c'est parce que j'ai Sekiro en tête. Ah, mais oui, mais après. Frère, je m'attendais à un jeu avec des parades et tout, tata, combat de boss, je sais pas quoi. Infiltration dans des châteaux, tu dois tuer des gens et tout. Mais t'as raison, en fait, c'est Assassin's Creed Type Beat, frère. En Ouais. fait, ouais. Mais moi, je m'attendais à ça, t'as vu? Bah non. Rien du tout, frère. Rien du tout. Juste un open world Ubisoft. Oui, voilà, c'est tout. Open world Ubisoft, frère. Le niveau zéro de la création, de ce que tu peux trouver en termes de création dans le jeu vidéo. Jeu grand public. Mais après, c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est comme. Mais c'est juste, en fait, je m'attendais à aller voir Mais tu t'attends voir un film indé de fou, alors qu'en réalité, tu vas te taper le dernier Marvel, quoi. On m'a vendu Tom Cruise et j'arrive, c'est Danny Boone, quoi. Il y a un peu de ça. Mais évidemment, si vous aimez bien Ghost of Tsushima, je Oui, vous en bien veux sûr. pas. Je vous Non, en veux bien pas, sûr. c'est pas grave. Moi, je suis de votre côté, les frères. Et les sœurs, hein, d'ailleurs. De toute façon, je crois qu'on avait même dit dans un podcast qu'on pardonnait ceux qui écoutaient 47 terres. À partir de là, je crois qu'on peut tout pardonner, je crois. Pas tout non plus, mais. Bon, peut-être qu'on va retirer ça finalement. Non, on peut pardonner, oui. Non, Franchement. Par contre, c'est quoi, il y a un truc qu'on va pas pardonner, c'est s'il y a des gens là qui écoutent premier degré de TH, le mec qui fait comme ceux qui écoutent ça premier degré. En gros, ce qu'il essaie de dire, les blancs qui sont dans des BDE n'importe où, que ce soit fac de droit, école de commerce, en gros. Fort. Mais pour revenir à Ghost of Tsushima, du coup, parce qu'on est quand même des sales geeks puants, bah on avait fini de toute façon. Mais ouais, tout ça pour dire que le jeu est, pour moi, je le considère comme étant assez oubliable. Et j'ose même pas imaginer ce que ce doit être pour Ghost of Yotei. Voilà, frérot, c'est plus qu'oubliable, hein. Je l'ai fini parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il fallait renta mon argent, frère. Tu vois ce que je veux te dire? Mais j'ai même pas cherché à faire des trucs à 100% et tout, frère. J'ai juste fait la mission. J'ai rushé la mission principale. Ouais, donc ça veut dire qu'en gros, t'as toujours les éléments un peu de light RPG à la con, avec arbre de compétences et compagnie. Moi, ce qui me termine, c'est à quel point le jeu est creux artistiquement parlant. Et pourtant, ils te mettent des modes d'image Kurosawa et Shinichiro Watanabe pour faire comme dans le Samurai Champloo ou dans les 7 samouraïs. Je trouve ça, mais putain... C'est-à-dire qu'ils ont les refs, hein. Mais c'est juste, ils savent pas faire du bon taf. Ou alors ils veulent pas. C'est aussi possible aussi. C'est possible. Oui, bah. Franchement, oui, ils ont les rêves parce que tu mets pas un mode Akira Kurosawa juste comme ça, tu vois. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont vu les films et tout. Mais franchement, ça fait pas le taf. Ouais, ou alors ils ont juste tapé film samouraï connu, ils ont vu réalisateur Akira Kurosawa. Ouais, surtout qu'en plus, il a pas fait que des films de samouraï. Et en plus. Et d'ailleurs, je trouve que ses meilleurs films, c'est souvent quand il fait des films sur le Japon de son époque. T'en as un en tête? High and Low, Entre le ciel et l'enfer. Celui-là, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je l'ai vu il y a pas longtemps, il est énorme. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais Spike Lee a voulu faire un remake de ce film avec Denzel Washington. Les frères, j'ai vu Spike Lee, Denzel Washington, je me suis dit, oh, pourquoi pas? Ouais. Oh frère, pue la merde. Franchement, allez voir l'original d'Akira Kurosawa, il est mieux. Et après, il y a Ikiru aussi. Ikiru, je sais plus ce que ça veut dire, Ikiru en japonais. Ah, c'est pas en français, c'est pas vivre. Vivre, exactement, vivre. Ce qui raconte l'histoire d'un...
Ce film est absolument magnifique, c'est une merveille, c'est une merveille. Ça raconte l'histoire d'un bureaucrate de mairie qui se rend compte qu'il va bientôt mourir et qu'il a absolument rien accompli de sa vie. Spoil pas. Je spoil pas. Il se rend compte qu'il a rien accompli de sa vie et du coup il va se battre pour essayer de rénover un jardin pour enfants qu'il prévoit de raser pour faire un parking pour qu'au moins quand il sera mort il laissera derrière lui au moins le parc pour que les gosses puissent s'amuser. C'est absolument magnifique. C'est absolument magnifique parce qu'en fait c'est l'histoire d'un mec qui se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie entière en fait. Il se rend compte qu'il est passé à côté de sa vie entière et il est bouffé par les regrets et c'est absolument sublime. C'est absolument sublime, ce film est absolument fantastique. On parlait de Ghost of Tsushima, on parlait de Ghost of Yotei, hein? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on avait fini, ouais, on va pas... De toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces jeux-là. Moi j'ai une question dans les awards. Est-ce qu'ils récompensent aussi des jeux mobiles? Oui. Non. Si. Ah non, pardon. Il y a des pubs pour jeux mobiles, pardon. Oui. Ok. J'ai pas compris. Mais ça aurait été lourd, je trouve. Enfin, bon, je sais pas s'il y a tant de jeux intéressants comme ça sur mobile, mais... Jeux mobiles, je te mens pas, tous les jeux mobiles qui sont créés avec un... En fait, jeux mobiles gros, c'est vraiment le fast-food, frère. Ça veut dire que les gens, ils jouent à Clash of Clans, t'as vu? Genre, c'est des jeux services pour la plupart, tu vois, les expériences solo... Ouais, en fait, sur un mobile, t'as pas la possibilité d'exploiter un jeu solo et qui soit intéressant avec ce support-là, quoi. Bah, t'as Kojima qui a porté Death Stranding, donc son jeu Death Stranding qui est un gros jeu, tu vois, sur iPhone. Parce qu'en fait, Apple essaie de s'incruster dans le gaming, mais le problème c'est que les Macs c'est toujours la merde pour faire tourner des jeux. Et du coup, ils essaient petit à petit en signant des contrats avec des studios. Je sais qu'il y a Cyberpunk qui a porté... C'est pas sur mobile, non? Ils l'ont porté sur Mac, mais il me semble qu'ils l'ont pas porté sur iPhone. Je sais de sûr que Kojima a porté Death Stranding sur iPhone. Je sais que Capcom a eu des contrats pareils avec Apple pour porter les jeux sur leur plateforme. Mais il me semble que pareil, c'est pas sur iPhone, ça a vérifié. Mais en tout cas, c'est que sur les derniers modèles d'iPhone qui ont les modèles de processeurs les plus élaborés et les plus puissants. Donc c'est pas compatible avec l'écrasante majorité des gens, quoi. Mais je pense que on va arriver à un stade où oui, le gaming, le fait de jouer à un jeu solo sur son iPhone ou sur son iPad, ça va devenir de plus en plus un truc. Mais je pense que c'est pas encore pour tout de suite. Non. Mais frère, en même temps... Tu te poses toi à jouer sur ton tel? En vrai de vrai? Moi, je suis un cas particulier parce que moi, je suis un trou du cul avec son PC à 4000 € et son écran 4K. Enfin, si je sors pas de long format sur la chaîne, c'est pour une raison, les gars. Hein. Vous vous doutez bien que... Mais je pense que pour un public un peu plus grand... Les gars, son compte Steam, les frères, c'est abusé. Je pense que pour... Tu pourras nous faire un What's in my Steam? J'ai pas tant de jeux que ça, en vrai, sur Steam. Hein. Mais en gros, ouais, je suis un cas un peu particulier. Mais pour un mec qui joue sur PS5, franchement, qu'est-ce qui s'en bat les couilles, je pense, de jouer sur son iPad, honnêtement. Est-ce que t'as vu l'annonce du jeu là? Je sais pas comment il s'appelle, frère. On dirait la copie de Cyberpunk, frère. Je sais pas si tu vois. Non. Frère, une copie parfaite de Cyberpunk en moins bien. Je sais plus comment il s'appelle. Il était annoncé vers les derniers. Bon, bref, au pire, on n'en parle pas parce que je sais pas. J'en ai aucune idée, je vois pas tout. Mais en fait, j'ai... Oui, c'est vrai, on va parler du fameux clair-obscur, du coup. Oui, bah oui. Ouais, je suis con, putain. Je vais être honnête, je vais vous dire les jeux auxquels j'ai joué cette année, en tout cas qui sont sortis cette année, parce que j'ai joué à beaucoup de jeux cette année, mais pas beaucoup qui sont sortis cette année. J'ai joué à Hollow Knight Silksong, que j'ai trouvé absolument fantastique. J'ai joué à Hades 2, que j'ai trouvé absolument fantastique. Ouais. J'ai joué à... et c'est tout, il me semble. J'ai fait Night Rain, Elden Ring Night Rain, forcément. Je pense que les auditeurs du podcast savent à quel point je suis un gros fanboy de From Software. Avec Bydro d'ailleurs, et on le dédicace Oui, fort. Dédicace, évidemment, avec Bydro et Shemsdin, méga sûr. J'ai joué à quoi d'autre? J'ai acheté les DLC de Street Fighter. C'est voilà, vraiment. Street Fighter qui ont fait un bon film. Bon, en vrai, on n'attend rien du film, mais juste il y a des cases genre. Vas-y, frère. Bah, Roman Reigns en Akuma, je trouve c'est accurate. Mais après, je pense que c'est complètement assumé le côté nanar. Oui, mais après, oui, c'est sûr que. En fait, moi, c'est quoi? Ça me fait penser à un peu Shaolin Soccer, tu vois.
Moi, je veux pas du tout. Bah frère, en gros, c'est un film genre vraiment abusé, frère. Et moi, je pense qu'ils ont poussé le côté en mode, on se prend pas au sérieux, frère. Ouais. On fait que... Frère, tu as vu, il y a 50 Cent, frère. Oui, il y a 50 Cent. Putain, comment c'est... Il joue qui, 50 Cent? Mais... Vous savez que quand vous me parlez, moi, d'un film Street Fighter, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la série Power Rangers des années 90, là. Mais franchement, Vous vous souvenez de ce truc? Je comprends pas quand tu vois la bande-annonce, il y a un peu de ça. Ah, Franchement- en mode les trucs exagérés, là. Franchement, ça, c'était un truc que je me mangeais grave quand j'étais petit. Et en vrai, ça tuait. En vrai, les gars, ça tuait. Le Ranger rouge qui devient méchant et tout, je sais pas si... Oui. C'est n'importe quoi. Et gros, franchement, s'ils sortent un truc de ce niveau-là, franchement, je vais, je vais streamer ça. Mais surtout que... Mais moi, en fait moi, je m'en tape, moi, qu'il fasse un film Street Fighter, tu vois, ça peut être bon délire, tu vois. Mais moi, je trouve que ça sera Minecraft tier, tu vois. Et après, honnêtement, si le film, il y a un côté nanar assumé, franchement, ça peut être bon délire. Hein. Ça peut être bon délire. Ouais, mais après, si c'est assumé, c'est pas pareil. S'il y a un côté nanar assumé, qui savent que le film est nanardesque et que c'est fait exprès et que les gens ils savent que s'ils viennent là c'est juste pour voir des mecs se mettre sur la gueule de façon spectaculaire, enfin tu vois, ils ont ramené je sais pas combien de catcheurs dans le casting, enfin on sait très bien ce qu'il va y avoir. Si t'as Philippe Pitu à la VF, franchement, Ouais, mais déjà, il y a Jason Momoa, frère, donc c'est ça Oui, aussi. voilà. Mais par contre, moi, celui que je comprends pas, c'est M. Bison, frère. Ouais. Je comprends pas le casting de ce mec. Surtout que M. Bison c'est le grand méchant de Street Fighter quoi, donc Surtout qu'en plus, il est stock. oui c'est ça, oui. Là, ils ont pris un mec... Je sais pas, j'ai pas trop vu le trailer non plus, je l'ai vu qu'une seule fois, mais je sais que ouais le casting de M. Bison il est bizarre un peu. Sa tête, tu vois qui c'est. Ouais. Pas l'acteur. Mais non, le film Street Fighter, bah, je le regarderai quand il sortira sur l'IPTV, hein, je vais pas mentir. Oui, bien sûr. Je vais pas non plus aller au cinéma pour ça, faut pas déconner, frère, dehors c'est chaud, frère. Et le film d'Orelsan, t'en as pensé quoi? Je vais pas aller le voir, et j'ai menti de Damso, t'en as pensé quoi? C'est le mec qui change de sujet de fou. Et t'as écouté Fitna? Fort. Dédicace à Rémi qui a pas pu être là ce soir. Et qui n'a pas voulu être là, ouais, parce que c'est sa volonté, hein, voilà. Ironie piège maison. Non, on l'embrasse. Et en fait, on voulait parler surtout de Guerre Obscure. Arturo a très envie de parler de Clair Obscur Expédition 8-8. Non, en fait, j'ai envie de finir le podcast parce que demain je me lève. Il y a eu pléthore de jeux qui ont été plus ou moins bien reçus de façon critique. On a plusieurs fois évoqué Metal Gear et Death Stranding depuis le début du podcast. Il y a Death Stranding 2, donc la dernière sortie de Kojima qui est sortie cette année. Moi je vais pas vous mentir, Death Stranding, j'ai trouvé le lore dingue. J'ai trouvé la proposition extrêmement couillue parce que t'as personne d'autre à part Kojima, ou peut-être même Remedy à la limite, peut-être, qui peuvent te sortir un jeu avec une vision d'auteur aussi aboutie et qui invite aussi peu le joueur à la découverte. C'est-à-dire qu'en gros, t'as tous les jeux aujourd'hui, la plupart des jeux, je vais dire la plupart parce que je vais pas généraliser non plus, t'as la plupart des jeux aujourd'hui qui sont conçus pour que à la fin, la fin du jeu, le but du gameplay à la fin, c'est que le joueur soit satisfait. Même des jeux comme les From Software, le but à la fin, c'est que quand tu tues le boss, t'es content de toi, t'es satisfait. Le but, c'est de satisfaire le joueur. Et Kojima, lui, il est venu avec Death Stranding avec une approche complètement différente, où il est en mode, les gars, moi, je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis là pour raconter mon histoire, je suis là pour faire des trucs bizarres, raconter quelque chose à travers le gameplay. En gros, Death Stranding, c'est sur l'isolation, sur la connexion avec les autres, l'importance de l'effort commun par le biais du Social Strength System, son système de jeu multijoueur. C'est ça ce qu'il a voulu raconter avec Death Stranding, et je trouvais la proposition assez couille. Moi, je suis joueur PC, donc j'ai pas encore pu jouer à DS2 vu que c'est une exclue PlayStation, mais bon, vu que PlayStation met toutes ses exclus sur PC maintenant, ça va pas tarder à arriver sur Steam. En plus, je sais qu'il a été, on sait que le jeu va bientôt arriver sur PC dans pas longtemps. Apparemment, il n'a pas été très bien reçu, et je vous mens pas que de toute façon, le jeu, les trailers me hypaient, mais je me savais plus ou moins à quoi m'attendre. Et honnêtement, c'est pas ce jeu-là que j'attends moi de Kojima. Moi, ce que j'attends, c'est Audi Efficient. Audi qui est donc du coup la version
réimaginé de son projet Silent Hills qui a été avorté, donc du coup le jeu dont Pity était la démo, ça j'attends ça mais comme jamais, je pense honnêtement que j'attends plus Audi que GTA 6. C'est pour vous dire, j'attends plus Audi que GTA 6 parce que Udo Kier, bon malheureusement on sait pas si Udo Kier va rester au casting parce qu'il est mort, mais j'espère en tout cas qu'ils ont eu le temps de shooter des scènes et qu'on va avoir Udo Kier dans le jeu. Il y a Sophia Lillis, Hunter Schafer, enfin moi c'est un casting, tu vois, c'est un casting, la note d'intention du jeu et tout ce qui a été montré du jeu jusqu'à présent, honnêtement moi ça me hype énormément, beaucoup plus que GTA 6, tu vois, parce que GTA 6 je sais à quoi m'attendre alors que Audi, je sais absolument pas ce que Kojima peut cook, je sais que Kojima est un énorme fanboy de David Lynch, moi aussi j'adore David Lynch, il prévoit de faire un jeu d'horreur, honnêtement s'il fait un jeu d'horreur inspiré de Twin Peaks ou de Eraserhead ou de Inland Empire, moi ça me chauffe énormément, mais vraiment beaucoup, ça me hype très très fort. Donc j'attends beaucoup Audi, et j'attends aussi énormément Fissint, parce que Fissint, je pense que Fissint ça va être ce qu'avait prévu Kojima pour MGS5 à la base. The Phantom Pain c'est un jeu qui a été inachevé parce que Konami a voulu forcer la sortie du jeu, donc Kojima a pas eu le temps de finir le jeu et il a été amputé d'énormément de son contenu, et je trouve que The Phantom Pain c'est un jeu de fou, et le jeu, sachant que le jeu est pas terminé, alors j'ose même pas imaginer ce que ça va donner une espèce de proto-Metal Gear vu par Kojima avec toutes les technologies d'aujourd'hui et son indépendance créative totale. C'est des jeux qui me hype beaucoup plus que Death Stranding, qui a un gameplay, et je trouve qu'il manque quelque chose dans Death Stranding. Je trouve qu'il manque quelque chose pour vraiment rendre le jeu très impactant. Après, Kojima a dit: je m'en fous que le jeu soit rentable, enfin je m'en fous que le jeu engrange des bénéfices, je m'en fous qu'il y ait un succès critique modeste dans l'immédiat. Moi ce que je veux voir, c'est comment le jeu va vieillir et comment est-ce qu'on le verra dans 40 ans. C'est une position que je peux comprendre. Je pense que la position de Kojima, il l'a clarifié plusieurs fois à la sortie de Death Stranding. Il a dit: moi, du moment que le jeu fait suffisamment de ventes pour pouvoir être remboursé, pour que les frais de développement soient remboursés, je m'en fous après des bénéfices que ça peut engendrer. J'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème. Du moment que mon studio n'est pas dans le rouge, je m'en branle complet de ce que j'ai compris. Apparemment, les ventes sont pas au beau fixe pour Death Stranding 2. Ce qui m'étonne pas vraiment non plus. Mais pour le 1, non. Pour le 1, ça a bien marché. Mais parce que c'était Kojima en fait, tu vois. Oui. Moi, c'est le premier Kojima. Ouais. Enfin, Toi, c'est ton premier Kojima. Ouais, voilà. Ouais. Et encore, j'ai même pas totalement terminé, quoi. Ouais. Parce que j'ai lâché, après pour reprendre, frère, c'est... Ouais, c'est dur. Ah, c'est dur, frère. Ouais. Parce que tu sais, t'as un peu oublié l'histoire et tout. Mais après, moi, c'est pas pour autant que je ferai pas je continuerai et je ferai le 2 aussi, je pense. Ouais. Parce que c'est Hideo Kojima et en vrai, moi, je commence à l'apprécier à travers Lumière, quoi. Parce qu'il kiffe les pieds aussi. Le Kojima kiffe les pieds, pas Lumière. Oui, pardon. Mais ouais, moi aussi, je vais faire des Standing 2, évidemment. Évidemment que je vais faire le jeu, mais je m'attends pas au grand Kojima de Metal Gear, quoi. Oui, Je m'attends pas. C'est vrai qu'on avait regardé le trailer ensemble, tu vois. Ouais. Et qu'on avait bien kiffé. Bah forcément, la ref à Snake à la fin, elle m'a fait régaler, tu vois, mais Ouais, ça, elle m'a régalé. Ça, tu me l'as expliqué. Ouais. Tu me l'as expliqué parce que moi, je l'avais pas. Oui, bah oui, parce que t'as pas... même surtout quand tu sais que ce trailer-là est sorti au même moment que le remake de MGS3. Ah, oui. Enfin, tu vois, le message envoyé, c'était quand même assez subtil, et j'ai trouvé ça kiffant. On a parlé de Kojima, on a parlé de Death Stranding, on a eu Kingdom Come Deliverance 2 aussi cette année. Et ça, j'y ai pas joué. J'ai pas joué à ça. J'ai pas joué à Kingdom Come Deliverance 1 et j'ai pas non plus joué au 2. Et en fait, je prévois pas trop d'y jouer parce que j'ai vu que c'était des jeux qui étaient extrêmement longs. Alors, il paraît que c'est excellent, encore une fois. Mais c'est comme Baldur's Gate, tu vois, c'est des jeux qui sont longs. Je suis pas sûr que ça me plaise. Donc, je sais pas si j'ai envie d'autant m'investir sur des jeux comme ça, tu vois. Ouais, après, s'il y a des jeux... En fait, ça dépend, frère. Il y a des jeux, ça t'attire pas du tout, du coup, tu les retardes. Après, une fois que t'es dedans, t'es lancé, quoi. Ouais. Peut-être que c'est un jeu qui va te plaire, mais peut-être pas pour le moment, quoi. Ouais. Parce que moi, en règle générale, je priorise toujours les trucs où je sens que ça va me plaire. Ouais. Mais si je prends le risque que ça me plaise pas, je suis toujours tout de suite beaucoup plus froid à l'idée de lancer le jeu, tu vois.
Et ça me fait ça pour Baldur's Gate 3 et ça me fait aussi ça pour KCD. Et je sais que le jeu est excellent et que le fait qu'il soit reparti bredouille, ça a fait gueuler beaucoup de gens. J'ai évoqué Silksong et Hades 2. Bon, je vais faire clair pour Silksong et Hades 2. Vous voyez, Half-Life 2, c'est un jeu qui a révolutionné le genre du FPS solo, narratif, tout ça. Et même, sans parler de l'aspect FPS, le jeu solo narratif, Half-Life 2 a révolutionné tout ça et a posé des bases. Silksong fait pareil pour le Metroidvania. C'est simple. Silksong est à l'heure actuelle, je pense, le meilleur Metroidvania qui n'ait jamais été créé, largement devant le premier Hollow Knight et même les Super Metroid, Metroid Prime, etc. Hades 2, honnêtement, à part Isaac, Binding of Isaac, je vois pas quel autre roguelike va aussi loin dans sa narration et dans ses mécaniques. Mécanique peut-être pas, mais en tout cas dans sa narration, dans ses chara-design, les chara-design de Hades sont phénoménaux, ils sont incroyables. Tous les personnages ont leur personnalité, tu progresses, la façon dont tu progresses dans l'histoire, je trouve ça hyper original d'allier les mécaniques du roguelite à la façon dont tu progresses dans l'histoire. J'ai trouvé ça hyper original. C'était déjà ça le cas dans le premier Hades, mais dans Hades 2 ça continue et même le jeu est 2 fois plus grand que le premier Hades. Enfin, c'est des jeux qui sont absolument phénoménaux, qui sont des jeux indés et qui du coup ont moins de reconnaissance auprès du grand public. Enfin, j'ai vu tellement de gens dire que Silksong c'était Hollow Knight 1.5 et que Hades 2 c'était Hades 1.5. Les gens ils ont pas joué au jeu, frère, et ça m'en fout. Parce que gros, Silksong c'est tellement différent du premier Hollow Knight. T'as tellement de mécaniques en plus. Oui, les graphismes se ressemblent, mais c'est juste les graphismes, quoi. Tu joues au jeu, le jeu est complètement différent dans sa construction, dans le level design. Il y a des idées complètement différentes, même dans la direction artistique, faut le dire. Il y a un côté... Moi... Alors, les devs d'Hollow Knight sont des énormes fanboys de From Software, mais pour moi, je trouve que Hollow Knight c'est Dark Souls et Silksong c'est plus Bloodborne, tu vois. Je pourrais pas vraiment expliquer ce feeling, mais c'est vraiment... Je trouve qu'il y a un côté... il y a un aspect spirituel qui est encore plus présent dans le premier Hollow Knight. Déjà, carrément, il y a une zone qui est carrément inspirée de Bloodborne, de la clinique de Bloodborne au début, avant de rentrer dans Yharnam. C'est un jeu qui est... Quand il joue... Et même, quand tu fais l'acte 3 de Hollow Knight, qui est un pan complet du jeu, qui est entièrement caché, que tu peux faire uniquement en faisant une quête, le jeu est énorme. Le jeu est énorme, il y a beaucoup de différences avec le premier jeu, mais le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui ont regardé le trailer et ils se sont dit « Ah bah c'est un 1.5 » et qui après se permettent de donner leur avis sur Internet alors qu'ils n'ont pas joué au jeu. Moi, je donne pas mon avis sur un jeu auquel j'ai pas joué, tu vois. Et même sur un film, un album ou quoi, je donne pas mon avis. C'est normal. Je comprends pas pourquoi les gens sur Internet se permettent de donner leur avis sur des choses qu'ils connaissent pas ou peu. Je sais pas, parce que c'est dans l'actualité. Oui, mais aussi parce qu'il y a des gens, j'ai l'impression que les gens se permettent trop d'ouvrir leur gueule sur des sujets où personne leur a rien demandé, t'as vu ? Ouais. Et ça, c'est en général, mais bref. Mais ça, c'est surtout les types de contenus. Oui, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Ça m'agace beaucoup. Et ouais, j'ai trouvé que ce traitement était assez injuste, le traitement qu'a subi Silksong et Hades 2, sous prétexte que c'est des jeux qui sont indés, qui ont moins d'exposition, se fassent taxer de 1.5 alors que c'est des jeux qui sont extrêmement novateurs pour leur genre, pour moi au même niveau que Half-Life l'a été pour son genre à lui. Bon, peut-être pas autant, mais en tout cas qui repoussent les limites et qui font avancer leur genre en fait. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, Nintendo a sorti Metroid Prime 4, la honte. Mais il a été annoncé. Il est sorti le jeu. Il est sorti. Il est sorti. Le jeu est une catastrophe. Une catastrophe. Enfin, Il est extrêmement mid. Il est ultra mid. C'est vraiment la honte. Il y a Silksong qui est sorti il y a 3 mois, les gars. La honte. La giga honte. Mais bref. Et en gros, le problème étant que on a eu tous ces jeux-là dont on parle depuis maintenant 1 heure. Et il se trouve que l'écrasante majorité des récompenses ont toutes été raflées par un autre jeu qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33, qui est un jeu qui a fait énormément parler de lui cette année, qui a été développé par des Français dans un studio qui est basé à Montpellier, et qui est un jeu qui s'inspire énormément des premiers JRPG, notamment de Final Fantasy, de l'âge d'or de Final Fantasy, donc du 7 au 9 plus ou moins.
et qui a été salué pour sa direction artistique, pour absolument tout en fait, parce qu'il a raflé absolument tous les titres. Ouais, 9 awards. Ouais, et Devant The Last of Us. C'est ça. Et le titre s'est pris une déferlante, une énorme shitstorm en fait sur Twitter. Et alors ça c'est intéressant parce que c'est spécifique à Twitter. Peut-être sur Reddit aussi, mais je suis pas sur Reddit donc je m'en bats les couilles. Mais sur YouTube ou même n'importe où ailleurs, tu vois des avis qui sont beaucoup plus positifs ou qui ne voient pas où est le problème. Alors que sur Twitter, les gens sont en train d'éclater le jeu, sont en train de dire que c'est un jeu de raciste. Bon alors après, je pense honnêtement, je vois des gens s'indigner du fait qu'il y a des mecs en slip de Twitter qui disent que c'est un jeu de raciste. Les gars, je pense que le problème vient de vous parce que vous prenez au sérieux les gens qui parlent sur Twitter, déjà pour commencer. Sûr, ouais. Mais bien sûr, même nous, là, depuis tout à l'heure, on dit Guerre Obscure, mais c'est pour rire. Enfin, surtout qu'en plus, moi, je vais pas parler du jeu parce que j'y ai pas joué. Mais c'est juste parce que c'est du second degré, quoi. Même sur Twitter, faut rien prendre au sérieux, les frères. Dans mon cas, j'ai pas joué à Clair Obscur, exactement, donc je vais évidemment ne pas donner mon avis à son sujet. Parce que je suis exactement dans la même position qu'avec Baldur's Gate 3 ou Kingdom Come Deliverance 2. C'est-à-dire que je n'ai pas joué au jeu, donc je ne vais pas vous donner mon avis. En revanche, je peux donner mon opinion de ce que j'en ai vu en tout cas. Est-ce que le jeu méritait de tout rafler ? Le jeu méritait le GOTY pour moi. Mon GOTY cette année, c'est Silksong. C'est Hollow Knight Silksong. Mais je pense que Clair Obscur, d'un point de vue objectif, méritait de remporter le GOTY parce que Hollow Knight Silksong est un jeu d'énormes puants. C'est un jeu d'énormes chômeurs. Pour le finir, pour aller au bout de l'acte 3, c'est environ 50 à 60 heures. Et si tu veux faire le 100%, t'en as au moins pour 80-90 heures. C'est un jeu d'énormes chômeurs. C'est un jeu d'énormes chômeurs. C'est un jeu avec des zones extrêmement difficiles. C'est un jeu de chômeurs. C'est un jeu qui est dédié à une niche de gamers élitistes qui s'est buté au premier Hollow Knight, qui a complété le premier Hollow Knight à 100%, parce que faut bien comprendre que Hollow Knight Silksong, c'est un jeu. Les développeurs partent du principe que tu as fini le premier Hollow Knight à 100% avant de lancer Silksong. Ce qui fait que le jeu, dès les premières zones, est vraiment chaud. Le jeu... Tu m'avais dit ça. Ouais, je te l'avais expliqué. Parce que... Ouais. Je te l'avais expliqué, et le jeu est vraiment chaud dès le départ. Et le jeu est vraiment dur. Et vraiment, si vous jouez juste 1 heure par jour aux jeux vidéo après le taf pour vous détendre, ne jouez pas à Silksong, les gars. Ne jouez pas à Silksong et achetez Clair Obscur parce que... Et jouez à Ghost of Tsushima si vous voulez, parce que... Mais vraiment, parce que le Silksong, c'est un jeu qui est vraiment très très difficile. Et bon, pas plus difficile qu'un... Non, si, quand même plus difficile qu'un Dark Souls. Faut pas déconner non plus. Mais disons qu'en gros, à titre de comparaison, on est sur le DLC d'Elden Ring sans avoir trop de power-up, quoi. Parce que dans le DLC d'Elden Ring, tu peux débloquer des power-up et après le jeu redevient normal. Mais pour ceux qui ont lancé le DLC d'Elden Ring, vous voyez au début vous faites éclater le cul par n'importe quel mob. Bon là on est plus ou moins pareil pour Silksong, sauf que c'est tout le long de l'aventure, quoi. Et qu'il n'y a aucun moyen de changer ça. C'est-à-dire que vraiment faut juste get good, devenir bon et juste jouer au jeu, quoi. Et alors... Du coup, je comprends, vu que le jeu est vraiment réservé à une tranche de joueurs assez élitiste, je comprends tout à fait que ce soit Clair Obscur, surtout qu'il a vraiment eu un vrai impact culturel pour le coup. Hein. Ça a été un vrai événement culturel cette année, la sortie de ce jeu. Maintenant, ce que je trouve problématique, c'est que ce jeu-là, du coup, tu regardes les Game Awards, dans 10 ans, on va regarder qui a gagné quoi aux Game Awards, on va se dire, putain, l'année 2025... il devait vraiment pas y avoir grand chose parce que pour que Silksong, pour que Clair Obscur. Genre pour toi, c'est pas un jeu qui va être un classique, en gros, plus tard. En fait, j'en sais rien, j'y ai pas joué. Mais en revanche, j'ai joué à d'autres jeux cette année et le niveau était très très haut. Et de ce que j'en ai vu, putain les gars, je vais lancer Clair Obscur. Ça a intérêt d'être du même niveau que Red Dead Redemption 2 ou que Dark Souls 3, t'as vu ? Parce que vraiment, si on est sur... Mais c'est plus court, non ? Déjà, il me semble. Je crois que le jeu... Red Dead, par exemple. Red Dead, c'est 60 heures pour la campagne. Clair Obscur, il me semble que c'est 40 heures à peu près. Okay. 40-50 heures. Donc ouais, en fait, on est sur un jeu légèrement plus court, quoi. Il y a 10 heures de différence à peu près, ce qui n'est pas grand-chose, je pense. Mais putain, ça a intérêt d'être un sacré classique.
Parce que putain, le niveau de Silksong et d'Hades 2, il était très très élevé. Alors je vois des gens dire ouais, mais vous comprenez, Silksong et Hades 2, c'est des suites, ça change quoi? Ça change quoi que ce soit des suites? Non mais genre c'est... Non mais vraiment, je vois cet argument-là, ça change quoi? Le travail il a quand même été fait, et puis même, genre, il y a quand même un prolongement dans la direction artistique. Je pense que la plupart des gens qui font ce genre de commentaires n'ont jamais dû bosser sur des projets créatifs, parce que c'est extrêmement dur de prolonger comme ça la vision créative d'un projet, pour que ce soit organique avec le projet précédent, en même temps que ce soit suffisamment différent pour qu'on se plaigne pas du fait que ce soit 1.5. Quoique visiblement, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est pas assez différent pour penser que ce n'est pas 1.5. Mais de toute façon, qu'ils aillent se faire foutre, ils n'ont pas joué au jeu, ils n'ont pas le droit à la parole. Mais je dis ça alors que je suis en train de donner mon avis sur Clair Obscur alors que j'y ai pas joué. Mais je donne mon avis sur ce que j'en ai vu. Et ça, je le précise. Ça change tout. Parce que les autres, ils donnent leur avis, sauf qu'ils disent pas qu'ils n'ont pas joué au jeu. Maintenant, je pense que ce jeu, c'est un bon jeu. Je pense qu'il a été beaucoup trop saucé sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il va payer le prix et qu'il paye le prix maintenant du fait qu'il a beaucoup trop été saucé sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, vu qu'il a tout raflé aux Game Awards, je pense que il s'est attiré une vague de haters. Parce que c'est tellement disproportionné d'avoir fait ça. C'est tellement stupide d'avoir fait ça. D'avoir laissé ce jeu tout rafler, d'avoir laissé ce jeu invisibiliser tous les autres bons jeux qu'on a eu cette année. Je sais que Kingdom Come Deliverance 2 c'est un jeu de fou, si c'est vraiment un jeu de fou, putain la honte. La giga honte, t'as vu? En fait, déjà, il a eu le truc où tout le monde en a tellement parlé. Tu sais, quand tout le monde parle d'un même truc, tu sais, t'en as marre toi aussi au bout d'un moment, tu vois. Donc il y a eu cette hate là. Et après, c'est vrai que maintenant, comme il a tout raflé aux Game Awards, il va avoir des joueurs comme toi qui vont se dire ok, il a tout gagné, il a gagné le GOTY, donc je m'attends à un truc de fou. Donc si ces joueurs ne sont pas satisfaits du jeu, là ils vont se reprendre une vague de hate. Tu vois, parce que comme j'ai dit, des joueurs comme toi ils ont pas joué, ils vont essayer. Si c'est pas Tom Cruise, là ça va pas le faire, tu vois. Si c'est Danny Boone, après. Oui, je suis d'accord. Tu vois, donc ils vont se prendre encore une vague. Je sais pas pourquoi, mais tu m'as grave fait penser à Booba là dans ta manière de comment tu parlais. Ah bon? Ouais. Ah bah frère, ça m'arrange. Boulouloupi, boulouloupi. Oh, Je suis d'accord, mais bon, je vais pas revenir sur est-ce que le studio est raciste. Je pense malheureusement, Fernando Morès n'est pas avec nous, parce que lui, il aurait pu vous faire une dissertation sur le sujet. Ils ont quand même été, le jeu a quand même été développé dans les locaux du RN, hein, mais c'est pas grave. C'est dommage que mais où trouve-t-il toute cette énergie? malheureusement, il y a Fernando qui est pas là pour nous faire des calculs de probabilité. Quelle est la probabilité que tous les développeurs soient blancs? On l'embrasse Fernando d'ailleurs. On l'embrasse fort. Je l'embrasse fort. Mais en tout cas, je vais pas revenir sur ça parce que je vous mens pas, je m'en bats les couilles un peu. Et déjà de une. Et de deux, moi ce qui m'intéresse surtout c'est le jeu en lui-même. Je pense pas que le jeu ait un agenda particulièrement raciste. Je pense pas. mais je pense que c'est déconné. En soi, j'ai rien à reprocher au jeu parce que, comme je vous ai dit, je m'en fous un peu du jeu. Moi, ce qui me fait un peu tiquer, c'est les Game Awards, parce que les gars, vous avez refilé 9 récompenses à ce jeu, vous avez invisibilisé historiquement, du coup, si l'on se fie à votre cérémonie comme étant un référentiel historique de c'est quoi les jeux marquants à chaque année, bah là, si on se fie à vous, en 2025, il y a eu que Clair Obscur, quoi. Alors que pas du tout. Il y a eu Monster Hunter Wilds. Bon, Monster Hunter Wilds, il est injouable sur PC là, en l'état actuel. Moi, je l'ai et je l'ai toujours pas lancé parce que je sais qu'il est injouable. Et d'ailleurs, là, apparemment, sur la prochaine mise à jour, il va enfin être jouable. Et de toute façon, j'attends que Mani achète son PC pour pouvoir faire la campagne avec lui. Mais 2027. mais il y a eu plein d'autres jeux cette année. Le jeu, évidemment, la honte, budget d'un jeu AA. Alors, il me semble aussi que pour Hades 2, il y a eu un gros budget quand même. Pour Hades 2, il me semble qu'il y a aussi eu un gros budget, donc je vais pas revenir sur le débat de qu'est-ce que c'est un jeu indé ou pas, parce que
je pourrais pas répondre à cette question, je pourrais, mais j'ai ni les informations à disposition, ni l'envie, parce que c'est pas un débat qui m'intéresse de fou. Maintenant, malheureusement, t'as des jeux comme Blueprints, qui pareil, apparemment, sont assez bons, qui ont été invisibilisés. Il y a plein de jeux qui ont été invisibilisés, plein de très bons jeux qui sont sortis cette année, qui ont été invisibilisés par le fait que Clair Obscur remporte autant de récompenses. Parfois dans certaines catégories où il aurait pas mérité de gagner ces récompenses, notamment dans les catégories dédiées aux jeux indés. Ça, tu peux pas vraiment le savoir sans l'avoir fait en vrai. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est qu'on se base sur des données autres que la qualité du jeu. C'est-à-dire que, est-ce que Clair Obscur est un jeu indé ? C'est un jeu qui a été financé par Xbox, puisqu'il a été inclus dans le Game Pass Day One, donc ça veut dire que Microsoft a fait un chèque aux développeurs du jeu pour financer le jeu. Il a un éditeur qui s'appelle Kepler. Le jeu en lui-même... C'est semi-indé quoi. Genre Ouais, enfin, c'est un jeu, on dit, c'est un jeu AA. On a les jeux AAA, qui sont les jeux à gros budget, les blockbusters, comme dans le cinéma en fait. Et on a les jeux AA. Les jeux AA, c'est pas un jeu indé, c'est un jeu AA. Il y a 10 millions de budget sur Clair Obscur quand même. Ouais, Est-ce que... sinon, il aurait pas pu en être là, sinon. Oui, non mais c'est une chose. Mais alors, un jeu indé, il faut bien comprendre que Hollow Knight Silksong, c'est un jeu indé, c'est fait par 3 mecs dans une cave. Hein. C'est un jeu qui a été développé par 3 mecs. C'est... Donc, évidemment, je sais qu'il y a aussi... Ça a fait débat sur Twitter parce que j'ai vu des gens dire que ouais, mais Hades 2 aussi, ça a été... Il y a un gros budget et tout. Donc c'est pour ça que je vais pas revenir sur le truc et tout, de est-ce que c'est un jeu indé ou pas, parce que c'est un débat, je peux pas répondre à cette question. Mais c'est dommage d'avoir... Parce que putain, tu refiles toutes les récompenses à un jeu, laisse au moins la catégorie jeu indé pour mettre en avant et pour laisser briller un peu les petits jeux, tu vois. Autant Silksong était un jeu tellement hype et populaire que vas-y, il a fait cracher les serveurs de Steam et de PlayStation, c'était jamais arrivé, je crois. À sa sortie, il a fait cracher les jeux, les serveurs de Nintendo, de Xbox, de PlayStation, de Steam. C'était jamais arrivé tellement le jeu était hype et tellement tout le monde voulait se jeter sur le jeu. Mais de toute façon, les gars, plus largement, est-ce qu'il y a une seule structure de récompense comme ça, enfin une seule organisation d'awards qui déconne pas? En vrai, que ce soit dans le cinéma, dans l'art, dans la musique, en général. C'est là où je voulais en venir, c'est que Clair Obscur a énormément... Enfin, c'est pas de la faute de Clair Obscur, c'est de la faute des Game Awards et comment ils ont attribué les récompenses. Ça a invisibilisé plein de jeux, notamment des œuvres qui auraient pu bénéficier de ce coup de projecteur. Je pense notamment à Silksong, et puis même des jeux qui sont beaucoup plus niches, comme, bon alors je vais pas mettre Silksong, parce que Silksong, même si c'est un jeu de niche, tout le monde en a déjà entendu parler, mais Hades 2, je suis pas certain que tout le monde ait vraiment entendu parler de Hades 2, alors que c'est un jeu qui est excellent, et peut-être que les gens, ils ont vu les trailers, ils ont dû se dire, ouais, vue isométrique, roguelite, jeu indé, je sais pas si c'est pour moi, tu sais, ils ont dû s'en battre les couilles. Moi, les jeux comme ça, de base, ça me bloque. Ouais, Après, quand tu m'as fait tester Hades et Hades 2, j'ai quoi, 30 minutes, 40 minutes de gameplay. En vrai, j'ai kiffé de suite. Ouais. Et pourtant, moi, les jeux comme ça, là, ça me tente pas du tout. Mais ça aurait pu être... parce que s'ils étaient là devant les Game Awards, ou même le lendemain, quand ils ouvrent Twitter après, ils voient... Putain, quand même, Hades 2, meilleur gameplay. Alors, je crois qu'il a quand même gagné un trophée meilleur jeu d'action, un truc comme ça. Mais tu vois, s'il avait gagné plus de trophées, s'il avait gagné 2 ou 3 trophées, genre, tu sais, dans la soirée, les gens auraient pu sticker. Ou même pour Blueprints, pour un jeu comme Blueprints, qui est un jeu de puzzle. Tu vois, c'est un jeu qui a été développé par un seul mec, il me semble. Putain, ça aurait pu donner un vrai coup de projecteur à ce jeu-là. Mais non, on a préféré donner 9 récompenses à un même jeu. C'est ridicule. C'est ridicule. J'ai trouvé ça ridicule. Surtout si... Enfin, parce que pour moi, il n'y a aucun jeu qui mérite qu'on le couvre autant de récompenses comme ça. Il n'y a aucune œuvre qui mérite d'être autant couverte de récompenses comme ça. Et je reviens à ce que tu disais, Arturo, sur les cérémonies. On se plaint chaque année aux Oscars que je me souviens à chaque fois... Là, c'est pour les Grammy, mais aux Oscars, les gens se plaignent que le jury de l'Académie ne regarde pas
tous les films qui sont nominés. On se plaint aux Grammy Awards à chaque fois. Je me souviens, ça avait fait scandale quand Travis Scott avait perdu pour Astroworld. On se plaint pour les nominés aux Grammy. On se plaint pour... Et le Ballon d'Or de France Football, n'en parlons même pas. Il y a peut-être un scandale tous les ans. À chaque fois, il y a au moins il y a une estimation de vol à peu près tous les ans, tu vois. Oui, tous les ans. D'ailleurs, Vinicius a été volé, le dernier. D'ailleurs, Ribéry 2013, on l'a toujours en travers. Après, en vrai, je sais pas, frère. C'est un autre... Ribéry 2013, je sais pas, je regardais pas trop de foot à ce moment-là. Bah, après, frère, parce qu'en vrai, on dit qu'on l'a de travers, mais Ribéry 2013, Il rafle tout. Oui, mais il est sur le Ballon d'Or, le classement, il est même pas deuxième. Ah, il est troisième, c'est ça? Ouais, il est troisième. Donc c'est déjà, il y a Cristiano et Messi. Devant, ah ouais. Donc c'est déjà que si c'est pas Cristiano qui le prend, c'est Messi, dans tous les cas. C'est pas lui directement, Ouais, tu vois. mais en vrai, les deux, ils auraient pas dû être devant, je crois. Franchement. Il prend tout, mais après, frère, après 2013... Ah, mais frère, Cristiano 2013, Messi 2000... Bon, après, toi, je sais, avec Cristiano, bon. J'ai dit Messi, frère. J'ai dit Messi. Messi, Cristiano 2013, c'est vraiment leur prime. Après, Ribéry, force à Francky. Mais... Voilà, Non, bref, moi je l'ai pas en travers. Bref, voilà. On va pas débattre sur le Ballon d'Or. C'est peut-être un autre sujet podcast avec Fawzi, peut-être. Mais en tout cas, il y en a eu. En tout cas, c'était pour dire que voilà, même dans le sport aussi, ça déconne tout le temps. Et peut-être ça dépend aussi. Tu peux pas mettre d'accord tout le monde, ça c'est sûr. Après, voilà, on demande juste que ce soit des experts qui jugent au moins et que ce soit le plus objectif possible. Et on n'a pas la sensation que ce soit le cas souvent, quoi. Bah, c'est censé être des experts parce que pour France Football, bah, c'est les médias qui votent. À Skip, les médias, c'est des experts. C'est certains journalistes même. Et il y a des journalistes, les votes sont catastrophiques. Ouais, c'est ça. Tu te demandes même s'ils regardent du foot. Et c'est pareil pour les Game Awards, du coup, c'est les médias qui votent, encore une fois. J'ai un problème avec ça parce que, putain, tu vois les nominés pour le GOTY, ne serait-ce que pour le GOTY, tu vois, donc la catégorie reine, le jeu de l'année. Non mais attends, est-ce que dans les sélectionnés ou nominés, j'ai parlé de Silksong, j'ai dit à quel point c'était un jeu d'élitiste. Tu vas me faire croire que a fini Hollow Knight Silksong, qu'il a joué au jeu dans son intégralité pour pouvoir juger de son vote au Game Awards? Non mais franchement. Tu as vu le tu as vu le gameplay de sur Hollow Knight Silksong? Non, je l'ai pas vu, mais je l'imagine, frère. Oui, non, mais je t'explique, il passe pas le tutoriel en fait. Il galère sur le tutoriel. Le boss du tutoriel, il galère dessus. Non, mais c'est-à-dire qu'il a cut le moment. Je vais cut aussi ce moment parce que là je suis en train de tirer sur un mec, ça se fait pas, mais. Non, mais tu vas pas me faire croire que ce mec-là a fini Silksong, et donc du coup, tu vas pas me faire croire que les mecs. Donc, on a un système dans ces cérémonies-là. Qui de toute façon ne les rend pas légitimes. Le plus important, les gars, c'est de jouer vous au jeu et de vous-même vous faire votre propre avis. N'attendez pas que des gens vous disent pourquoi jouer, parce que pour plein de problèmes, déjà des problèmes de conflit d'intérêts évidents, évidemment qu'il y a du marketing et de la pub derrière tout ça, évidemment que c'est pas des choses très authentiques. Ne prenez pas le titre d'album de l'année, de film de l'année, de jeu de l'année à cœur. Faites-vous votre propre expérience. Si un jeu vous fait plaisir, si un film vous fait plaisir, allez le voir, jouez-y. Et faites-vous votre propre avis à ce niveau-là. Et n'écoutez pas, ne donnez pas de la légitimité à ces cérémonies qui sont souvent conçues avant tout pour... le divertissement. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des notions marketing parce que c'est des cérémonies, vu qu'on décerne un prix, vu qu'on décerne une récompense, il y a un côté officiel, certificateur, qui te dit là, si cette année tu as envie de jouer à un jeu, celui-là c'est le bon. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, évidemment, ne prenez pas ça à cœur, évidemment. Si un jeu vous fait plaisir, jouez-y et essayez. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ces cérémonies-là, de toute façon le système parfait n'existe pas, mais ces cérémonies-là, je pense que
on devrait plus arrêter de vouloir élire absolument le jeu de l'année et plus avoir une approche à la Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est un jury nommé, issu de personnes de l'industrie. Donc c'est pas des journalistes, c'est pas des gens qui donnent leur avis dans les médias, des critiques ou je sais pas quoi, c'est des gens issus de l'industrie, donc ça va être des réals, des trucs comme ça. Récemment, on a eu qui ? On a eu Spike Lee, on a eu Ruber Osloon qui a fait The Square et compagnie. The Square et Triangle of Sadness. Donc on a des personnalités, des réalisateurs et des techniciens qui sont nommés. Ils sont nommés et ça change chaque année. Chaque année, c'est un jury différent. Et il y a une sélection de jeux qui est faite par les mecs qui président la cérémonie. Enfin, oui, c'est la cérémonie, les récompenses. Donc là, dans le cas des Game Awards, c'est Geoff Keighley qui sélectionne les jeux. Et ensuite, c'est le jury qui vote. Je pense que avoir une approche à la Festival de Cannes, on n'est pas là à dire c'est les médias qui votent, c'est le jeu de l'année, c'est ci, c'est ça, et plus avoir une approche Grand Prix de telle cérémonie, et avoir une approche moins officielle, parce que c'est les Game Awards, t'as vu, ça sonne vachement officiel en fait, tu vois, dans la façon, c'est ça que je trouve insidieux, c'est que c'est la cérémonie d'un mec, ça n'a rien d'officiel ou quoi, de toute façon il n'y a pas de truc officiel, mais vu comment ça sonne tellement officiel qu'entre une autre cérémonie, comme par exemple les BAFTA Awards et les Game Awards, bah, vu comme ça, ce qui sonne le plus officiel, ou le plus à prendre au sérieux, quand il est question de jeux vidéo, bah, ça va être les Game Awards. Alors que les BAFTA, je trouve que c'est une cérémonie qui a une approche beaucoup plus saine. Je pense qu'une approche de cette façon, où on cherche moins à créer un côté officiel, et où plus on décerne une récompense à un jeu, en ayant consulté l'avis du personnel qui travaille dans l'industrie, pas des mecs qui donnent leur avis sur internet ou dans les colonnes d'un journal, mais vraiment dans l'industrie, qui bosse dans le milieu. Selon vous, c'est quoi le jeu de l'année ? Qu'est-ce qui mérite un prix ? Qu'est-ce qui mérite de se voir décerner un prix ? Bah, je pense qu'on aurait déjà un système beaucoup plus sain, et il faut qu'on arrête avec cette notion de jeu de l'année. C'est infernal. C'est infernal. Parce que ça invisibilise complètement d'autres jeux, et surtout, dans la plupart des cas, c'est pas mérité, quoi. C'est pas mérité. Je crois qu'il y a un YouTuber qui avait fait une vidéo où il vérifie si tous les jeux de l'année qui avaient été décernés, c'était mérité ou pas. Putain, mais t'as des jeux... Je crois qu'il y a un jeu... je crois que c'était Overwatch qui avait reçu un prix. Ouais. Alors qu'à côté, t'avais Bloodborne... Non, Bloodborne, c'est quand ? C'est 2015 ou 2016, Bloodborne ? Overwatch, c'est 2017 ? 2016 ? J'en sais rien, mais en bref. Je sais... Déjà, le fait que Bloodborne n'ait pas reçu de GOTY... 2018. Oui, Red Dead Redemption. Red Dead n'a pas eu le GOTY. Oui, parce que God of War. Mais enfin, tu vois, des trucs ridicules comme ça. Enfin, est-ce que tu peux prendre ça au sérieux ? Faut que les gens arrêtent de prendre ça au sérieux, et c'est ce que je voulais expliquer dans ce podcast. C'est que oui, on peut penser ce qu'on veut de Clair Obscur Expedition 33, si vous avez un minimum d'esprit critique, ça devrait être un problème qu'un jeu rafle toutes les récompenses de cette façon-là, dans une cérémonie qui se veut objective et officielle, pour l'image que ça renvoie du jeu vidéo, pour l'image que ça renvoie dans l'industrie, pour la création artistique. C'est ridicule de procéder de cette manière-là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ne prenez pas ça trop à cœur. Et faites-vous votre propre expérience, parce que de toute façon, il y a trop de gens qui bossent dans le marketing, qui ont envie de vous baiser avec de la pub déguisée. Et ces gens-là ont très peu de scrupules. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci Lumière pour ces sages paroles. Non, mais en conclusion, les frères, jouez ce que vous voulez, regardez ce que vous voulez, écoutez ce que vous voulez. Mais bon. Et... Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, qu'on réembrasse tout le monde, tous ceux qui peuvent pas être là. Et notamment Baydro. Abonnez-vous à tous ses comptes. À son compte Twitter. BYDRO. JBaydro sur Twitter. @JBaydro. JBaydro. JBYDRO. Abonnez-vous à son compte Twitter. Il tweet jamais, mais abonnez-vous à son compte Twitter. Et si vraiment vous êtes des bons, vous envoyez un message et vous leur dites que c'est Arturo, Lumière et Mani qui vous envoient. Merci d'avoir écouté ce podcast. Arturo est très pressé d'entrer chez lui parce qu'il est actuellement 3h du matin. Voilà, fort. Et j'espère qu'au prochain podcast on parlera soit de musique, soit de cinéma, histoire que à ma chaîne gaming. Histoire que je puisse un peu plus participer. Voilà. Et là on voit l'état de la dictature. Putain, je sais plus ce que je voulais dire à cause de votre connerie là. Bah, on vous non, en vrai, je disais, les gars, restez branchés, Blond Office, il y a plein de trucs qui arrivent.
été 2026, attention les gars. Et stream une nouvelle merde.